la meilleure manière
ni au lieu de la justice fiscale avec ces états. Il y a beaucoup de choses qu'on peut soulever dans la question de la structure administrative. Probablement, les personnes qui sont ici à la table avec moi peuvent avoir quelques Merci, Monsieur le Président, chers collègues de l'audience de la table ronde. Je ne vais pas vous fatiguer avec tous les détails de la TVA aussi, TVA quotidienne que j'avais préparée. Et même parce que j'ai vu, c'est pas la peine, en termes de connaissances techniques, je pense que le Brésil et l'Afrique sont au même niveau. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la pratique. Et je vais vous donner quelques caractéristiques très brièvement sur la pratique de la TVA au Brésil pour que vous puissiez peut-être en tirer c'est pas des leçons, mais des idées. La première caractéristique est la complexité. Au Brésil, professeur Maculaire, il n'y a pas une TVA, il y en a plein. Il y a une TVA fédérale qui frappe les produits manufacturés. Il y a deux autres TVA fédérales qui sont les contributions sociales qui frappent toutes les opérations qui ont été faites. Il y a une TVA des États, nous avons fait ça, il y a une TVA des États membres qui frappe les marchandises et les services de transport et des communications. Et il y a une cinquième TVA, celle-ci cumulative, il n'y a pas de droit de décision, qui est communale et qui frappe les autres services. Alors, c'est un système extrêmement complexe. Il y a des cumulativités internes à chaque niveau et il y a aussi des cumuls d'un impôt sur les autres. Alors, pour vous donner une idée, un rapport fait par la PricewaterhouseCoopers et la Banque mondiale sur le don dédié à l'accomplissement des obligations fiscales déclaratives a mis le Brésil au dernier poste. Une entreprise moyenne là-bas dépense plus ou moins 2600 heures par an en accomplissant ses devoirs déclarés. La deuxième caractéristique, c'est une sorte de paternalisme fiscal. On a, pour commencer, un seuil de TVA qui est très élevé, environ 1,8 million $ par an. Ce n'est pas que les entreprises en dessous de ce niveau ne paient pas de TVA, c'est pas ça, c'est qu'elles peuvent choisir un régime alternatif, une sorte de panier où il y a beaucoup d'impôts, toutes les TVA, les contributions sociales, etc., beaucoup d'impôts qui sont mêlés dans ce panier. Et alors, il y a évidemment des problèmes de crédit. Parce que si on fait dans ce système qu'on appelle simple, c'est un peu une ironie, on appelle ce système simple, et évidemment, l'acquéreur n'a pas aucun droit de crédit. Il y a énormément d'exonérations des frontières, c'est aussi ce que j'appelle ici un paternalisme fiscal. Toutes les exportations, même les biens primaires qui ne trouvent pas ailleurs, sont exonérées. Et ça, aujourd'hui, est en question parce que, par exemple, le secteur minerai, on dit là-bas que les mines laissent seulement le nom et ne laissent pas d'argent. Les États, par exemple, ne payent pas de TVA. Et alors, est-ce qu'il faut exonérer toutes les exportations, même celles qui ont inélastiques, qu'on ne trouve pas ailleurs? C'est une question sérieuse qu'on se pose aujourd'hui là-bas. Et il y a une guerre fiscale entre les États et les communes en ce qui concerne les exonérations, mais je pense que je n'aurai pas le temps de développer tout ça. La troisième caractéristique, j'ai sélectionné 4, j'en ai sélectionné 4. La troisième caractéristique, c'est l'égoïsme des entités fédérées. Et ça concerne spécifiquement le non-remboursement dans la pratique des crédits
secondaire de ces crédits. Il y a une sorte d'utilisation du crédit pour que les exportateurs ne soient pas entièrement sans droit à une restitution, à un remboursement. Et la quatrième et dernière caractéristique que j'ai choisie, c'est la méfiance structurelle définitive des fiscs envers les contribuables. C'est évident que le fisc doit contrôler les contribuables, c'est pas ça que je veux dire, c'est que nous, on a un système qui n'est jamais vu ailleurs, qui est pour la TVA, c'est ce qu'on appelle la disposition fiscale exempte. Pour donner un exemple très simple, lorsque le fabricant, par exemple, vend un produit à un distributeur, il baisse la TVA évidemment, mais il baisse déjà la TVA qui sera due par le distributeur lors de sa remonte. Et alors, si cette opération n'a pas encore eu lieu, évidemment, il doit la payer sur une assiette présumée. Cette assiette est librement présumée par les États et définie déjà dans des niveaux qui, parfois, ne sont pas vraisemblables. Et si l'opération, après, l'opération se fait par un prix plus bas, donc il n'y a pas de restitution non plus. Alors, de tout ça, créativement, je peux me demander, je me permets de demander chez nous, pour moi, si la vraie TVA, est un animal en voie d'extinction, ou si elle est un animal qui en fait n'a jamais existé. Je prends le titre très subjectif de la conférence de M. Monceau, qui est présent, pour dire certainement l'exposé de la TVA pourrait très facilement s'appeler ce que l'aurait définitivement pas fait. Pour ce dernier exposé, particulièrement, c'est pas facile de commencer quand on a dit que la TVA, peut-être, n'avait jamais existé, voire qu'elle était un animal en voie de distinction ou même un leader. On va essayer de voir dans ces conditions si vraiment il existe ou non un avenir pour cet animal politique. Alors simplement avant de commencer, bien sûr, merci à tous les organisateurs, merci au professeur Martinez, et puis merci pour ces universités fiscales qui, me semble-t-il, sont toujours plus intéressantes d'une année sur l'autre. Il y a une sorte de progression, on ne sait pas où ça va se terminer, espérons que ça ne se termine jamais. Et je voudrais réfléchir pour une seconde fois, parce que pour moi, ces universités fiscales, elles ont une dimension particulière, c'est qu'elles ont lieu au Maroc. C'est la première fois que je viens au Maroc, et pour moi, le Maroc était un pays un petit peu mythique. Deux fois mythique d'abord parce que j'avais un grand-oncle qui était militaire, et comme deuxième carrière, il était dans la cavalerie, il s'est occupé des chevaux de Sa Majesté à Sainte-Deux. Et quand j'étais petit, il me racontait toujours le Maroc, ce pays mythique, non pas mythique comme la TVA, mais ce pays mythique parce qu'il était très beau. Et puis la deuxième idée que j'avais sur le Maroc, c'était un écrivain que j'aime beaucoup, Jacques-Benoît Méchain, qui a écrit sur le Maroc, qui a écrit un printemps arabe, deux étés africains, dans lesquels il raconte ses différents voyages au Maroc. Maintenant, je vois le Maroc et je vois l'université Mouflin. Et je vois que le Maroc, c'est aussi beau, même encore plus beau que ce qu'on m'avait dit sur le Maroc. Alors, il faut quand même parler de la TVA, de l'avenir, du futur de la TVA en Afrique. L'avenir, c'est quoi? Tocqueville a dit, quand le passé n'illumine plus l'avenir, l'esprit marche dans l'obscurité. L'avenir, évidemment, c'est quoi? C'est d'abord le présent, et c'est ensuite le passé, inévitablement. Alors, très rapidement, on n'en a pas encore parlé, je sais qu'on va en parler ultérieurement, mais ce passé assez proche pour essayer éventuellement de deviner l'avenir de la TVA, il était de quoi? Ce passé assez proche, il est essentiellement d'une arme, d'une technique que vous connaissez tous, que sont les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers en Afrique, les tarifs douaniers, il y a encore quelques décennies, en Europe. C'était l'essentiel des recettes douanières de l'Afrique et de l'Europe, notamment de la France. Il y a encore quelques décennies.
on avait une technique qui permettait, grâce à un impôt bien particulier, de faire office d'écluse. Une écluse, c'est quoi? Une écluse, c'est quand la déclinaison sur une rivière est trop importante, qu'elle risque de se vider dans l'amont vers la vanne trop rapidement, et donc on ne peut pas y faire passer les bateaux. Qu'est-ce qu'on met? On met des vannes, on met un sas. D'accord? Et le bateau descend progressivement dans la vanne. Et puis ensuite, quand il rentre de l'autre côté de la rivière, eh bien, le travail, l'opération s'est faite de manière progressive, lentement et douce. La douane, c'était ça. La douane, elle était en quelque sorte une écluse douanière. Elle permettait que ces déclinaisons entre différents États, entre par exemple la France et l'Europe, ces inégalités, ces différences, elles soient adoucies par la technique du tarif douanier dans un sens ou dans un autre. Voilà ce que c'était que l'écluse douanière. Le problème, c'est que sous l'influence d'un certain nombre de facteurs, je vais y revenir, je vais les voir très rapidement, on a dû mettre à mort cette écluse douanière, ce qui me paraît une technique sophistiquée et adaptée au monde tel qu'il existe. On a voulu mettre à mort cette écluse douanière, d'abord, des facteurs économiques, des facteurs politiques, je dirais même quasiment des facteurs idéologiques. Tout simplement, c'est l'influence libre-échangiste. L'influence pour le libre-échange, dans le cadre d'un libre-échange parfait, la douane, c'est quoi? La douane, c'est un gêneur. La douane, c'est une entrave. Quasiment tout, qui constitue des frontières pour les véritables libre-échangistes, constitue une entrave. La douane, elle empêche la libre circulation parfaite des biens, des personnes, des marchandises des personnes pour les frontières, et donc cette douane, il faut la supprimer. Cette douane, il faut en venir à un premier facteur qui, me semble-t-il, est probablement le plus important, tout simplement. Le plus simple, mais le plus important. Et puis un second facteur qui tient quand même à cœur, qui est sans doute beaucoup plus subreptice, un facteur qui a contaminé, entre autres, l'Union européenne, et qui est très présent, je pense, qui est le principe de non-différence entre les nations. L'idée qui préside à cette suppression des douanes, à cette suppression des frontières, qui était très présente à l'origine de la construction européenne, mais qui est très présente également dans les différentes unions africaines, c'est de dire qu'on a besoin des plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de différence réelle, et il n'y a pas de différence réelle entre les États. Par conséquent, à quoi bon garder ces différentes écluses, puisqu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'obstacle à un libre-échange. Donc, finalement, c'est arrivé à une suppression progressive, d'abord en Europe, et puis ensuite en Afrique, des tarifs douaniers. Je disais à un d'entre vous, c'est le président des impôts du Cameroun. Oui. On parlait hier, et je te disais, il y a eu des incitations indirectes pour supprimer ces tarifs douaniers. Et tu m'as dit tout de suite, ce n'est pas des incitations directes, c'est des incitations directes. Volontairement, je ne cite pas aucune organisation internationale, parce que je pense qu'il y a un mouvement de l'histoire générale. Il y a une culpabilité très diffuse, c'est l'Europe, c'est l'État. Donc, inutile de désigner un coupable particulier. Et hier, on a parlé même pas d'incitation directe. On a dit, ces tarifs douaniers, les pays africains les suppriment, la mitraillette dans le sud. Il n'y a pas forcément de volonté de la part de ces pays africains de les supprimer. Mais voilà, le mouvement de l'histoire, l'évolution fait qu'on va vers leur suppression, voire vers leur quasi-éradication progressivement. Alors, évidemment, on peut se poser dès à présent l'opportunité de cette suppression. Des barrières douanières, des tarifs douaniers, on peut cela poser d'autant plus que peut-être qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ces écluses douanières n'étaient pas aussi sophistiquées, seulement hier, on a parlé de Maurice Lauré et on a parlé finalement de l'esprit, d'une invention dont on reparlera
de l'esprit des droits de douane des multiples, qui nous permettent de faire que la douane mette en œuvre ce rôle d'écluse sans pour autant constituer un barrage réel au libre-échange. On a eu l'esprit et puis maintenant on a le père, l'invention des droits de douane déductibles avec le cross-border dans le Martinez. D'où le regret d'autant plus important d'aller vers cette suppression qu'on a probablement la pierre philosophale en matière douanière. Cette pierre philosophale, on n'a pas trouvé pour l'or, mais on l'a trouvé pour la douane. Donc, je m'interroge déjà première question quant à l'avenir de la TVA en Afrique et même en Europe. Est-ce que réellement c'est une bonne chose qu'on ait cette espèce de maladie de contamination vers le tout TVA? La TVA, soudain, devient la solution à tous les maux. Elle devient le remède à tout. Je ne suis pas certain que la route soit nécessairement la bonne. Je n'en suis, j'ai mis d'autant plus de réserve à cet égard que on a vu qu'en réalité, il était très difficile de faire jouer à la TVA un rôle social, un rôle de protection des économies. On la mélange, on la sophistique, cette TVA, mais plus on la complexifie, moins elle fonctionne, en réalité. Donc on voit bien que peut-être, c'est pas la TVA en elle-même qui est une mauvaise idée, c'est le fait de tout faire reposer sur la TVA. Première conclusion. Première conclusion qu'on sait l'avenir de la TVA. Alors, pour conclure sur cette première partie, simplement, un auteur que j'aime bien, Shakespeare. Shakespeare, au XVe siècle, qui écrit une pièce, Richard II, au XVe siècle, pour décrire la mort et le renoncement au pouvoir d'un roi. Et dans cette pièce de théâtre, Richard II, ce roi qui est contraint à la démission dans le cadre de la guerre des Deux Roses, le roi, Shakespeare lui dit cette citation que j'aime beaucoup. Regarde maintenant comment je vais me dépouiller. Je retire ce lourd fardeau de ma tête, ce sceptre incommode de ma main, et de mon cœur l'orgueil de mon pouvoir royal. De mes propres larmes, je me lave de l'eau sainte. De mes propres mains, j'en retire, j'enlève ma couronne. Et son écuyer lui répond à ce moment-là, n'oubliez pas un point qui meurt. N'oubliez pas un point qui meurt. La première conclusion par rapport à ce problème de la TVA, c'est qu'il ne faut pas oublier les droits de douane. C'est pas parce qu'il y a cet engouement vers la TVA, cet engouement systématique, qu'il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres solutions, à la fois pour procurer des ressources aux États, et à la fois pour réguler les relations entre les États. Donc voilà, pour le passé, comment est-ce que le passé peut éventuellement constituer un éclairage intéressant, en suivant la phrase de Tocqueville, sur l'avenir. Alors, l'avenir maintenant proprement dit. Cet avenir, très rapidement, nous reviens encore, cet avenir, eh bien cet avenir, je m'interrogeais sur l'avenir, sur la différence entre le passé et l'avenir, et puis avec deux d'entre vous, hier, avant-hier, on est allé visiter l'église Bouddha. Et l'église catholique Bouddha, elle a été construite en 1908, juste à côté de la mosquée. Et dans cette église, il y a des inscriptions qui ont été offertes au père Joseph, qui nous l'expliquait, était prêtre depuis 40 ans. Et l'un des cadeaux qui lui a été laissé, c'est une phrase qui est peinte sur le mur d'Aragon, de Louis Aragon, grand écrivain communiste, dans son livre Le Fou d'Elsa. Le Fou d'Elsa, dans lequel Aragon tente de décrire, en prenant compte les deux cultures musulmanes et chrétiennes, la chute du royaume musulman d'Aragon en 1492 face au royaume de Castille. Et voilà la citation. Voilà ce que nous dit Aragon à propos de l'avenir. J'ai inventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. J'ai inventé l'amitié pour nous permettre d'avancer. J'ai inventé l'avenir pour nous permettre d'aller ensemble. Alors aller ensemble entre l'Afrique et l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des points qu'on peut partager? Est-ce qu'il y a des éléments qui seraient intéressants pour essayer de réfléchir à l'avenir de la TVA en Afrique? Il y en a au moins un, éventuellement, qui est constitué par un rapport de l'Union européenne. Un rapport de l'Union européenne rendu en 2011, un gros travail
1700 auditions de cabinets d'avocats, de praticiens, de commerçants, de multinationales. Et ce rapport de l'Union européenne, me semble-t-il, est intéressant par rapport à ces pays. Hier et puis ce matin. Il est intéressant d'abord dans le titre, très rapidement. Rapport sur l'avenir de la TVA dans l'Union européenne. Et le sous-titre. Sur l'avenir de la TVA, vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace, adapté au marché unique. On se rend compte de quoi dans ce titre, déjà, qui reflète très bien le reste du rapport. C'est que dans ce rapport, et sur ce plan-là, il est totalement sec, il n'y a aucune, pas la moindre considération de faire jouer à la TVA un rôle social, un rôle de modernisation. Le problème exclusif, c'est d'avoir une TVA efficace, une TVA qui rapporte de l'argent, et une TVA qui ne constitue pas une entrave au libre-échange, une TVA enfin qui soit adaptée au marché. La TVA devient en quelque sorte l'esclave, l'instrument du marché. Il n'y a pas de considération sociale. On a une TVA, on nous parle en permanence d'une TVA plus robuste. Le terme est quasiment darwinien. C'est le plus fort. L'impôt le plus fort, peu importe les éventuels dégâts sociaux, ce qu'il faut d'abord, c'est bien quelque chose. Alors, de manière très concrète et très rapide, pour conclure là-dessus, que nous dit ce rapport? Il nous dit, de manière relativement brutale et intéressante, c'est qu'il faut aller pour avoir une TVA plus efficace, vers évidemment toujours plus de neutralité. Ça, on l'a déjà vu hier avec mon historique. Il nous dit également que la solution idéale pour avoir une TVA efficace et simple, c'est le taux unique. C'est une seule TVA, une TVA unique. On peut, dans des cas exceptionnels, avoir d'autres taux. Seulement le rapport insiste, ne serait-ce que sur le coût très élevé, le coût administratif simplement pour les entreprises, d'avoir différents taux. Une minute. Et enfin, dernière idée dans ce rapport, c'est la question de l'assiette de la TVA. Là encore, on retrouve une certaine violence aux propositions qui sont faites par ce rapport. Et il faut terminer par là. Que nous dit le rapport? Il faut élargir l'assiette de l'imposition. Il faut élargir l'assiette de l'imposition, il n'est pas question de considération sociale. Il faut même l'élargir, nous dit le rapport. Il faut essayer d'élargir aux organismes publics qui prennent en charge des missions d'intérêt général. Peu importe, nous dit le rapport, si ça conduit à des inégalités, si les États veulent les aider, c'est leur rôle de le faire par le biais des subventions. Ça n'est pas le rôle de la TVA. C'est les subventions, c'est un autre secteur. Il faut l'élargir également aux associations, aux ONG. Tout ça, si des organismes internationaux veulent favoriser, en raison du désintéressement de ces différents organismes, veulent favoriser ces entreprises, c'est par le biais de subventions. La TVA n'est pas l'outil adapté. Je conclue, Monsieur le Président. Ma seule question, par conséquent, sur l'avenir de la TVA, je pense qu'à court terme, l'avenir de la TVA, on l'a dit hier, est radieux, au sens que c'est l'impôt qui va l'emporter. À court terme, ma question sur l'avenir de la TVA, elle est simplement la suivante. Je me souviens toujours dans un paix, on disait, poser une question, c'est commencer à désobéir. Et que peut-être il faudrait commencer à désobéir. Là, on va vers le tout TVA. Peut-être qu'il faudrait commencer à dire, c'est une solution adaptée pour certaines choses, mais pas pour tout. Essayer de tout guérir par la TVA, ce serait la pièce philosophale, on l'aurait enfin trouvé. Impôt unique, c'est ça, la TVA. Mais la TVA, on ne peut pas lui faire jouer toutes les fonctions. Il faut se souvenir, par conséquent, du dicton, impôt unique, impôt unique, impôt unique. J'en ai terminé.